Bon, là, excusez-moi, c'est le coup de fil. Bon. Je reviens donc à Carr. Carr, ce que je disais, c'est qu'il ne se posait pas de questions sur la nature humaine. Il ne se pose pas de questions sur le résultat ou les conséquences de la structure anarchique, ou pour lui, bon, c'est comme ça, on ne peut pas la changer. Et troisièmement, si vous voulez, au contraire, il dit que la puissance, la politique de puissance est une conséquence de la structure anarchique et que donc euh, pour lui, la politique de puissance n'est pas due à la nature de l'homme, mais au fait qu'il y a une structure anarchique. Il ne se pose pas de questions sur est-ce que l'homme est naturellement bon et qu'il est malheureux parce qu'il y a une structure anarchique, ou il est naturellement méchant et il est heureux de pouvoir faire la guerre. C'est pas son problème. Voilà. Disons, pour détailler un raisonnement qui est assez évident, quand il y a structure anarchique, c'est à chacun de s'occuper de sa propre sécurité, et chacun ayant à s'occuper de sa propre sécurité, chacun raisonne en termes de puissance. Le théologien Niebuhr, lui, est dans autre chose. Le problème pour lui est un problème de nature humaine. L'homme veut survivre. Il ne veut pas mourir, d'une part, donc la peur de la mort. C'est du Hobbes, si vous voulez. L'homme veut survivre. L'homme a une volonté de puissance, le désir de gloire chez Hobbes. Et il y a des cas où être en groupe vous calme, et il y a des cas où être des groupes, en groupe emballe le phénomène. Emballe, le phénomène devient fou. Et la volonté de puissance et la peur sont multipliées, démultipliées dès qu'il s'agit d'un collectif. Vous faites en masse, c'est un phénomène connu, des choses que vous n'oserez pas faire individuellement. Et la peur est contagieuse. Je vois un peu, nous sommes en pleine épidémie. Euh, Quand vous allez sur Facebook et quelqu'un vous annonce qu'un tel est mort ou qu'un tel est un truc, la peur devient. Et les phénomènes de peur comment vous dire, se propagent très vite et deviennent très violents très vite. C'est en gros ce que Niebuhr dit. Bon, il y a chez Dario quelques pages sur Niebuhr, moi ça ne me passionne pas. Je pense, je suis assez optionnel là-dessus, que c'est la logique de situation qui fait qu'il y a la logique de la structure anarchique qui fait qu'il y a que la politique de puissance a une pertinence. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la seule qui a une pertinence, mais elle a une pertinence. Et par contre, le nom important est évidemment Morgenthau. Ça vient en relation internationale. Après, je vous dis quelque chose que je ne fais pas forcément. Vous avez intérêt à lire au moins une vingtaine de pages de Morgenthau. Je ne l'ai pas fait, mais je ne prétends pas être un spécialiste des relations internationales. Vous avez à lire une vingtaine de pages de Raymond Aron. Ça, par contre, je l'ai fait. Et quand je dis Raymond Aron, je parle de l'immense livre qu'est Paix et guerre entre les nations, ou de Penser la guerre, ou Les guerres en chaîne. Ce n'est pas n'importe quel livre de Raymond Aron, mais sont ceux-là. Vous avez intérêt à lire Stanley Hoffman, par exemple, même s'il a vieilli, ou Pierre Asner. Et j'ajouterai, vous savez très bien, il y a des auteurs que vous avez intérêt à ne pas lire. Mais voilà. Vous savez très bien de qui je parle ou demandez à vos anciens. Là, comme c'est enregistré, je ne pourrais pas nier l'avoir dit. Donc, voilà. Donc, Morgenthau, lui, veut proposer une théorie réaliste donc au sens de non idéaliste, si vous voulez, au sens que ce mot a dans les relations internationales, une théorie réaliste de la politique internationale. Alors pour lui, c'est donc une bonne théorie, doit expliquer les relations entre États, c'est décrire la réalité telle qu'elle est. Elle doit illuminer les dilemmes de l'action diplomatique. Vous savez, c'est très difficile, je le sais parce que j'ai Edith Feldman, quand vous avez à recommander des politiques à votre pays, c'est pas évident. Aucune option est, comment dire, sans coût. Où les options sans coût en général ne rapportent rien. Les options qui ne coûtent rien ne rapportent rien. Par exemple, est-ce que quand je prends une décision de l'action diplomatique, je vais avoir une idée précise sur ce que je pense de l'Union européenne, ça c'est pas difficile, j'ai sur un avis négatif, mais sur le futur des États-Unis ou de l'évolution des mentalités collectives de l'élite américaine, un point de vue sur la Chine, un point de vue sur la Russie, sans parler de la Turquie ou d'Israël. L'Iran est important, mais il est relativement loin de nous. Il y a l'action diplomatique pose des questions de court terme, de long terme.
Est-ce que les relations inamicales ou hostiles sont un truc qui peut changer ou pas? Est-ce que un comportement qui n'est pas conforme aux règles de la morale ordinaire, qui n'est pas celle des États, je le redis, mais est-ce que vous finissez par le payer ou pas? Ce sont des choses extrêmement compliquées. Je dirais, moi j'aime bien une formule que j'ai mise au point, que je n'ai pas encore utilisée dans mes articles, c'est que la politique étrangère égyptienne tient compte essentiellement de l'intérêt national égyptien, autant que possible, et que, ou quand elle n'a pas d'idée très précise, elle respecte l'akhlaq, l'intérêt national, autant que possible. Mais disons, donc, il veut illuminer les dilemmes de l'action diplomatique et surtout pouvoir donner aux diplomates américains ou aux diplomates des autres pays du monde d'ailleurs des instruments permettant de prévoir la politique étrangère des autres pays. Et il dit, bon, que la logique de la puissance, la logique des rapports de force et la manière de comprendre l'évolution des rapports entre les différents pays et de faire des scénarios. On part du principe qu'il n'y a pas d'État suicidaire ou d'État qui fera des choses préjudiciables à l'intérêt national. Vous voyez tout de suite que le principe est à peu près du n'importe quoi. Ou, dit comme ça, mais le second, ou que si il ne respecte pas la logique de la puissance et la logique imposée par la structure de la relation internationale, il le payera. Évidemment, vous avez le droit de faire des conneries. Mais une connerie, ça se paye. C'est ça à peu près Morgenthau. 3 trucs, décrire la réalité telle qu'elle est, d'après lui, ou les relations internationales telles qu'elles sont, d'une part. D'autre part, illustrer les dilemmes de l'action diplomatique, parce que ce n'est pas facile de faire de la politique étrangère, parce que même si on dit que ça n'obéit pas aux règles de morale, il se trouve que ça obéit aux règles de morale quelque part, ou que en fait quand vous êtes systématiquement une puissance qui se comporte de manière immorale, vous avez un tas de gens qui se méfient de vous, des relations de confiance sont difficiles à comment vous dire, difficiles à instaurer, etc., etc. Et la troisième chose, c'est pour être capable de faire des scénarios de prédiction ou de prévision. Prévision plutôt que prédiction, c'est pas la même chose. Donc c'est en gros cela. Et lui aussi dit, tout ce monde c'est des micro-Machiavel, excusez-moi, ou des mini-Machiavel, qu'il étudie la nature humaine telle qu'elle est. En douche il étudie telle qu'elle est. Voyons, et donc la politique est gouvernée, je cite Morgenthau, par des lois objectives qui ont leurs racines dans la nature humaine. Donc lui, il a une opinion plus précise sur la nature humaine. L'homme, c'est d'abord une volonté de dominer. Le sentiment, là, ça vient de Hegel plutôt, Hegel n'emploie pas le mot dominer, il emploie le mot reconnaître. Pour ceux qui n'ont pas encore eu droit à Hegel, Hegel parle du principe. Après, c'est très compliqué comme chez Hegel, donc je simplifie à l'extrême, que le moteur principal de l'homme est la volonté de reconnaissance. Il veut être reconnu comme meilleur. Soyons normaux, si on vient m'expliquer que les 10 meilleurs professeurs de Sciences Po, c'est tel dit non, que je ne suis pas dedans, je vais avoir un pincement au cœur. Je suis assez sage maintenant, mais il y a encore 10 ans, j'aurais eu un pincement au cœur. Maintenant, je m'en fous. Mais je vous donne un exemple de ce que ça veut dire. Et donc, ce qu'il raconte, Hegel, c'est que l'interaction humaine centrale, c'est un combat à mort entre deux personnes, chacun voulant dire qu'il est meilleur que l'autre. Et le premier qui accepte de se soumettre pour garder la vie sauve, c'est qu'il comprend qu'il va perdre. Et il préfère vivre en esclave que mourir, devient l'esclave de l'autre. Après, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la relation maître-esclave implique que c'est l'esclave qui travaille. Et quand l'esclave travaille, il peut créer le monde social. Et l'esclave a sa revanche, et puis, enfin, il y a des moments différents, et on finit par avoir des relations de citoyenneté, d'égal à égal. Mais donc, dans l'ensemble, Morgenthau nous dit que le principal moteur, c'est pas tant la peur de la mort que la volonté de dominer. Et la politique internationale est une lutte pour la puissance. C'est très clair que, par exemple, les États-Unis, la Russie et la Chine veulent devenir numéro 1 mondial.
ou au moins être reconnu, je parle de la Russie qui est moins bonne que les deux autres, veut être reconnu comme l'égal des deux autres. L'État exporte sur la scène internationale l'instinct de vie, les États ne veulent pas mourir, l'instinct de reproduction et l'instinct de domination. Oui, évidemment, on prend l'Égypte. L'Égypte aimerait bien être, ou pense être, le numéro un du monde arabe. Idem pour les Saoudiens. Et ça fait que les relations entre les deux pays, même qui sont objectivement dans le même rang et qui ont beaucoup d'intérêts en commun, beaucoup, pas beaucoup, ne sont pas bonnes parce qu'ils ne sont pas capables de raisonner en pied d'égalité, d'accepter l'idée qu'ils sont sur un pied d'égalité. Ce sont des relations, c'est le plus grand, je dirais, problème ou challenge de la politique étrangère des deux pays, c'est que dans la relation, il n'y a pas une idée qu'on a un bout de chemin à faire ensemble. Donc il y a un besoin de dominer. Les Saoudiens pensent que c'est pas à l'Égypte d'être le numéro un du monde arabe. Nous, nous pensons que c'est pas à l'Arabie Saoudite d'être le numéro un du monde arabe, qu'elle n'aura pas les moyens intellectuels, militaires, etc., etc. Les deux sont d'accord pour que la Turquie ne soit pas le numéro un du monde musulman, ni la Turquie ni l'Iran, etc. Il y a une volonté de dominer. Donc la politique internationale est une lutte pour la puissance. C'est une lutte pour la puissance et euh, l'État en politique étrangère ne reconnaît qu'un seul principe d'action, l'intérêt national. Le principe d'action, c'est l'intérêt national. Oui, c'est très triste qu'il y ait 1 million de musulmans chinois en prison dans des conditions absolument abominables et que la Chine traite sa minorité musulmane comme elle la traite, mais notre intérêt national n'est pas de nous en mêler. Notre intérêt national n'est pas de, comment vous dire, d'aller au Yémen, par exemple. La politique internationale est donc une lutte pour la puissance. L'État porte sur la scène internationale dont on a parlé. Le seul principe d'action, c'est l'intérêt national. Intérêt national égoïste défini en termes de puissance. Quels que soient les buts de l'État, euh, la recherche de la puissance est toujours son but. Vous pouvez appeler le but, c'est avoir de l'eau. Vous pouvez appeler le but, c'est avoir la paix aux frontières. Vous pouvez appeler le but neutraliser les aspirations des membres du président Erdogan. Tout ça, ça revient à dire puissance, c'est-à-dire politique de puissance. La puissance est toujours au centre de la politique internationale et a toujours un but immédiat. Mais paradoxalement, et en même temps c'est exact, la politique de puissance finit par donner une politique de modération. Euh, Elle est à l'origine de la modération qui finit par caractériser la politique internationale. Pourquoi? Parce que la politique de puissance, vous avez une puissance, il faut la garder. Il faut l'augmenter peut-être, mais il ne faut pas la perdre. On peut dire, l'exemple est très clair, qu'une des causes du recul relatif des États-Unis sur la scène internationale, c'est leur bêtise en Irak. Une politique de puissance mal employée. Obama a raison, si vous employez tout le temps votre armée, vous finissez par l'user. Alors c'est vrai que si vous l'employez jamais, elle ne sert à rien et elle ne sait pas se battre. Mais si par exemple nous décidons qu'on a envie, je ne sais pas moi, de faire la guerre à l'Iran, je parle, encore l'Iran est une menace, mais prenons un autre pays, envoyer faire la guerre en Libye ou au Soudan, pays contre lesquels nous avons de véritables raisons d'être fâchés. Mais si on fait la guerre, on use notre armée, on dilapide nos ressources. Ces ressources auraient pu être utilisées dans d'autres choses. Ce qui veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas de guerre ou qu'il faut exclure la guerre, mais il faut être prudent, il faut être modéré, il faut savoir qu'une guerre, même quand on la gagne, a un coût, et un coût important. Si on fait trop la guerre, on finit par avoir
comment vous dire, ça finit par se payer. Et donc, c'est parce que, si vous voulez, si on veut réfléchir en termes de stabilité ou de relative de calme relatif dans les relations internationales, il faut bien réfléchir sur la guerre. Là, au début, on partait sur l'idée qu'elle est souvent une solution, mais elle est aussi souvent une solution très coûteuse. Et donc, il y a sous-peser la chose. Mais ce qu'il dit, Morgenthau, c'est pas en disant peace and love, je vous aime, nous n'avons pas d'ennemis et les autres choses de ce genre, que nous allons avoir la paix. C'est en réfléchissant sérieusement sur ce que coûte la guerre et ce qu'elle rapporte. C'est en gros ça. Donc pour lui, il faut éviter, pour Morgenthau, il faut éviter deux écueils, les deux dangers qui guettent l'action diplomatique, c'est l'excès moral et la folie. Alors évidemment, on peut dire que Bush fils avait un peu les deux. C'est excès de moralité et folie belliqueuse. La folie politique. Excès moral, c'est-à-dire que, non, comment vous dire, ce qu'ont fait les Français en Algérie, c'est absolument infect. On peut pas, ils n'ont pas encore fait leur travail de mémoire, on ne peut pas parler avec eux. Non, c'est horrible. Ou l'Égypte, vous ne le savez peut-être pas, a commis quelques fautes sérieuses au Soudan, donc on ne parle pas à l'Égypte, etc., etc. Bon. Ou, il y a un truc qui est absolument horrible qui se passe en Asie, je dois intervenir, non, mais Sherlock, etc., etc. Et la folie politique, c'est par exemple la politique de démocratisation telle qu'elle est menée par par les Américains. Les Américains pensent qu'ils ont une mission universelle de délivrer les peuples de la tyrannie. Et ils sont sérieux. C'est pas. Alors, il y a des gens qui se moquent de cela ou qui l'instrumentalisent, mais les Américains pensent qu'effectivement toute l'humanité veut être démocratique et que leur travail à eux est d'apporter la démocratie partout. Et en plus, ils peuvent la légitimer dans leur esprit que les démocraties ne se font pas la guerre, et donc s'ils font des démocraties partout, il n'y aura pas de guerre. Alors c'est pas prouvé puisqu'il n'y a pas de démocratie partout, on ne sait pas, il n'y a jamais eu de démocratie partout, et en plus, on peut dire que c'est même pas vrai, c'est pas une lecture. La démocratie, évidemment, j'ai envie de donner mon opinion. Mais je suis prêt à donner mon opinion et d'accepter qu'un type qui pense exactement le contraire de moi, et dont je pense que la pensée est absolument dangereuse, ait envie de donner, ait le droit de donner son opinion aussi. C'est ça la démocratie. C'est pas que vous ayez envie de donner votre opinion, mais que vous acceptiez que des gens qui disent des bêtises ou des choses qui vous semblent absolument monstrueuses ou dangereuses vous donnent aussi leur opinion. Donc bref, ce que je veux dire, c'est, là j'ai fait une digression, mais pour Morgenthau, l'excès moral est stupide, l'excès, la folie politique, c'est de ne pas avoir le sens du possible, de faire les notions sur le go. L'absence de prudence, c'est-à-dire au sens d'Aristote, la capacité de juger, pas seulement au sens d'Aristote, mais la capacité d'évaluer les situations concrètes correctement. Alors là aussi, il y a une forme de folie politique, mais il ne faut pas aller dans l'excès inverse. C'est l'idée que, voilà, l'exemple bête de ce que je veux dire maintenant, qui n'est pas, c'est juste pour vous distraire un peu, je ne sais pas si vous avez eu droit à ça, le président Obama, je peux dire du mal de Bush, je peux dire du mal de Trump, mais je prends Obama parce que, en l'occurrence, c'est un exemple de ce que je veux dire là. Le président Obama avait décidé ou avait promis qu'il allait se retirer d'Irak, avec une très bonne raison, qui est la guerre d'Irak était absolument illégale, et que par contre, il allait se focaliser sur la guerre d'Afghanistan, qui était absolument légale, puisqu'il y avait eu le 11 septembre, le Conseil de sécurité était d'accord, etc., etc., etc. Alors, en termes de droit, il a tout à fait raison. Politiquement parlant, on peut se poser la question, dans le sens que l'Irak, il avait des chances de gagner. Bush avait redressé la situation avec le surge en 2006 ou en 2007. L'Afghanistan, personne n'a jamais gagné une guerre en Afghanistan. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un imbécile et qu'il a choisi d'arrêter la guerre qu'il pouvait gagner et d'aller
et de faire la guerre qu'il n'allait pas gagner, qu'il allait perdre. Après, le raisonnement est un peu vicieux. Je dois vous reconnaître que je n'aime pas Obama, parce que je pars du principe qu'il pouvait gagner la guerre en Irak. En 2007, ça ressemblait à ça, mais on ne le saura pas puisqu'il n'a pas continué. Il y a quand même... c'est pour ça que la politique est intéressante. On raisonne sur des scénarios qui n'ont pas eu lieu et donc qui ne sont pas vérifiables ou testables. Mais ce que je veux dire, c'est que le respect absolu des règles de droit international est une forme de folie politique, mais en même temps, leur mépris est une autre forme de folie politique. Mais je donne des exemples où la question est délicate. Évidemment, envahir l'Irak, c'était très clairement un pari très dangereux au minimum, mais un cas de politique clair. Saïd, c'était clair, par exemple, que s'ils étaient sérieux et qu'ils comptaient ne pas rester en Irak, ils allaient tourner trop de moyens à l'Iran, et que s'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils comptaient rester en Irak, ils n'allaient pas avec assez de troupes et qu'ils mettaient les pieds dans une salade qu'ils ne connaissaient pas. Quand je dis salade qu'ils ne connaissaient pas, Charlotte, pardon, je parle dans beaucoup de choses, mais c'est l'idée, par exemple, est-ce que l'Irak était un État-nation où ceux qui unissaient Irakiens sunnites, Irakiens chiites et Kurdes est plus fort que ceux qui les divisent, ou c'était pas un État-nation et où effectivement les chiites et les sunnites avaient des différences absolument irréconciliables. Bon, bref, donc Morgenthau, lui, vous met en garde contre l'excès de moralisme et la folie politique. J'arrête là.